Bonjour à tous. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de vous être connectés à ce webinaire sur la décarbonation de vos produits par le biométhane. Je vous souhaite la bienvenue. Donc, je me présente, donc je m'appelle Sylvie Jadoul, je suis chef de projet décarbonation de l'industrie chez GRT Gaz et je suis très contente de vous accueillir. Je ferai cette présentation avec mon collègue Philippe Mercy. Bonjour, ravi d'être avec vous pour ce nouveau rendez-vous client GRT Gaz. Alors, avant de démarrer la présentation, ce que je vous propose, c'est de vous donner les règles de fonctionnement. Comme vous êtes nombreux, vous n'allez pas pouvoir directement poser vos questions oralement. Vous avez un chat qui est à votre disposition, dans lequel vous pouvez poser toutes vos questions. Allez-y, n'hésitez pas. Ce sera Didier Thibault qui sera notre modérateur et qui sera votre porte-parole pour toutes vos questions et qui nous les posera au fur et à mesure. Donc, il y aura des temps de pause justement pour les questions qui se feront à la fin de chaque chapitre pour pouvoir y répondre. Également, il est prévu dans les jours qui viennent, dans quelques jours, un replay de cette présentation qui sera mise à disposition sur notre site internet. Donc, si vous voulez soit le revisionner, soit le transférer à des collègues à vous qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui, voilà, il sera à votre disposition. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on démarre tout de suite. Sans transition, je vais vous présenter le programme qui vous attend. Voilà. Donc, on va démarrer sur un point réglementaire. C'est des choses qui évoluent très rapidement, donc c'est important de refaire ce focus. Un point sur la dynamique du biométhane. Ensuite, on glissera sur comment acheter du biométhane et on en arrivera à la conclusion. Donc, dès maintenant, je vais donner la parole à Philippe pour la première partie de cette présentation. Bien, merci Sylvie. Alors effectivement, point réglementaire, je vais aller assez vite sur cette diapo-là, le cadre général. Je pense que voilà, il n'y a pas eu de grand scoop. Bon, depuis la dernière fois qu'on s'était parlé, il y a donc Fit for 55, France 2030. Disons que toutes les réglementations, qu'elles soient européennes ou françaises, nous conduisent bien de plus en plus vers l'objectif zéro carbone 2050, enfin neutralité carbone en tout cas en 2050, avec un point de passage 2030 qui se durcit et qui se précise de plus en plus. Donc, mais ça, je pense que vous le savez. Et donc, bien entendu, l'efficacité énergétique ne suffit plus. Et aujourd'hui, il faut chercher des nouvelles solutions pour vraiment rentrer dans cette décarbonation. Alors, je vais juste insister un tout petit peu sur une actualité française qui peut peut-être paraître encore loin. C'est la prochaine PPE et SNBC. Donc, les groupes de travail démarrent maintenant. La réflexion, enfin l'État entend démarrer dès maintenant la réflexion. Donc, on en reparlera un petit peu en conclusion, mais ça, c'est vraiment l'actualité des prochains mois, je pense, en France. De bien se faire entendre, de bien faire entendre l'industrie et vos besoins pour qu'ils soient bien pris en compte dans cette PPE et cette stratégie nationale bas carbone. On peut peut-être passer, voilà. Alors, ce qu'on voulait faire aussi, c'est vous présenter un bilan, un récapitulatif de tous les mécanismes de soutien, parce que ça a beaucoup évolué. Depuis la dernière fois, depuis le mois de juin, il y a eu pas mal d'amendements, de choses comme ça qui sont sorties, de lois même. Et donc, on voulait refaire un bilan un peu global. Donc aujourd'hui, c'est une journée spécifique biométhane, donc on a vraiment focalisé sur le biométhane injecté. L'idée, c'est que de rafraîchir un peu tout le monde sur les différents mécanismes qui existent et aussi sur les volumes que l'on peut attendre avec chacun de ces mécanismes et à quelles échéances, et aussi les mécanismes, c'est la quatrième colonne,
spécificités de ces mécanismes-là, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas tous tout à fait pareils. Alors, le premier, c'est le tarif d'achat. Alors, le tarif d'achat, il s'étend sur 3 lignes, là, parce qu'il y a eu d'abord le tarif d'achat depuis 2011, qui a été abrogé donc en novembre 2020. Mais il faut quand même bien avoir en tête que tout ce qui a été signé à ce tarif-là sera respecté comme contrat, et c'est des contrats de 15 ans. Donc, en plus, il faut savoir que les projets qui ont été signés à ce tarif-là en novembre 2020, il y en a eu beaucoup, parce qu'on savait qu'il allait être abrogé et que le suivant allait être un peu moins intéressant, quoi. Et donc, tous ces projets-là, ils mettent encore un peu de temps, ils mettent en général 2 ans avant de se mettre en service. Et une fois qu'ils seront en service, le tarif va être assuré, enfin le mode de fonctionnement, pendant 15 ans. Et donc, c'est pour ça qu'il faut quand même si ce tarif a été abrogé, il faut quand même bien avoir en tête que ça va représenter, et on le sait déjà aujourd'hui, puisqu'on sait tout ce qui a été signé, ça va faire à peu près une quinzaine de térawattheures, et donc qui va se mettre en service donc d'ici les 2 ans à venir. Donc, dès 2024, il va y avoir 15 térawattheures disponibles par ce mécanisme-là, en France. Et il faut aussi savoir que ce mécanisme-là, la particularité, c'est que la garantie d'origine, elle va au fournisseur. Donc, c'est ensuite au fournisseur de la commercialiser auprès de vous, quoi. Donc, il peut vous vendre cette garantie d'origine. Alors ensuite, ce tarif d'achat, donc il a été abrogé, comme je l'ai dit, et il est remplacé aujourd'hui par un tarif d'achat transitoire, parce que le tarif d'achat définitif, c'est la ligne en dessous, est en attente de validation de la Commission européenne. Il a été envoyé à la Commission européenne pour être validé, et on attend la validation. Alors ça devrait être incessamment sous peu, on l'espère d'ici la fin de l'année. Et donc voilà, ces 2 lignes-là sont à peu près identiques. Ce qui a changé quand même, c'est que, bon, non seulement il est un petit peu moins intéressant, mais surtout, il a été réservé aux installations inférieures à 300 nanomètres-cubes, soit à peu près 25 gigawattheures par an. Donc, les grosses installations ne peuvent plus bénéficier de ce tarif-là. Enfin, en tout cas, ne peuvent plus signer de tarifs comme ça. Et aussi les garanties d'origine, là c'est l'État qui les préempte et qui va les mettre aux enchères. Il y a aussi un mécanisme d'appel d'offres qui a été prévu dans la PPE pour compléter les volumes des tarifs. Donc aujourd'hui, ce mécanisme d'appel d'offres, il est plutôt attendu par les grosses installations supérieures à 300 nanomètres-cubes qui n'ont pas signé le tarif 2011, et qui n'ont plus de mécanisme, puisqu'elles ne peuvent plus bénéficier du nouveau tarif. Et donc voilà, est-ce que ces appels d'offres vont sortir, quand, etc. On pense que peut-être il y en a un qui sortira quand même. Mais c'est vrai que les tarifs ont aussi bien rempli. Tout ça, c'est contraint par le budget qui a été défini dans la PPE, et les tarifs ont quand même enfin, il y a eu des volumes assez conséquents, et donc est-ce que l'État va quand même bien vouloir lancer des appels d'offres? Aujourd'hui, on ne sait pas trop. En tout cas, aujourd'hui, on est en attente du cahier des charges pour que ces appels d'offres puissent être lancés. Enfin, il y a un nouveau mécanisme qui a été décrit dans la loi climat résilience de cet été, qui s'appelle, et lui qui est extra-budgétaire. Donc, on n'est plus sur le budget qui a été défini dans la PPE de 15 milliards d'euros. On est à côté, enfin en dehors de ce budget. Je vous le décrirai rapidement juste après. Alors lui, par contre, il a été décrit dans la loi climat résilience, mais on attend encore pas mal de décrets, de publications, la trajectoire, etc. C'est juste, pour l'instant, il n'est pas opérationnel. Donc on a mis les premiers mètres cubes en 2025. Et là, il faut savoir qu'il n'y aura pas de garantie d'origine, puisque
ce seront des certificats de production biogaz, mais encore une fois, je vous l'explique rapidement juste après. Alors, ces différents mécanismes-là, on pense que d'ici 2030, ils vont permettre d'avoir 25 TWh supplémentaires de production et d'injection de biométhane. Et enfin, il y a un autre mécanisme qui, lui, est aussi budgétaire, qui a été un peu précisé durant l'été, avec quelques décrets. Ce sont les contrats d'expérimentation de biogaz innovants. Pour nous, c'est très intéressant puisque ça concerne tout ce qui est pyrogazéification et gazéification hydrothermale. Donc, pour que ça soit opérationnel, on n'attend plus que le cahier des charges, enfin, pas tout à fait, parce que il faut quand même un texte de loi pour une problématique d'acheteurs de dernier recours. Ça a été un peu loupé, on va dire, dans la loi dans laquelle ça a été décrit au départ, la loi énergie-climat. Et donc il faut un petit texte de loi. Et donc, ils ont essayé de le passer en climat résilience, mais c'est pas passé pour des questions non pas de pertinence de l'avenant, mais simplement de contenant. La loi climat résilience ne pouvait pas contenir ce texte de loi. Et donc, ils vont essayer sur la loi 3DS d'ici la fin de l'année. Et donc, tout ça, on espère avec tout ça 5 à 6, un bon 6 même TWh en 2030. Voilà. Je trouve intéressant de rebalayer un peu tout ça, savoir aussi où on en est, pour que vous ayez une vision, parce qu'on a eu beaucoup d'informations sur des décrets, des choses. Voilà, remettre les choses dans l'ordre sur tous les mécanismes sur le biométhane injecté et les volumes qui sont derrière, qui sont quand même très conséquents, mais on y reviendra aussi après avec Sylvie. Je crois que je parle trop et je dépasse le temps. Un petit zoom rapide sur les certificats de production biogaz, donc le nouveau mécanisme. Je vais vous faire très vite, mais en gros, c'est les fournisseurs qui vont être obligés par l'État de contribuer à la production de biométhane au travers de CPB, en achetant des CPB à des producteurs. Évidemment, ces producteurs ne bénéficient d'aucun autre mécanisme de soutien. Hein. Les CPB sont un nouveau mécanisme de soutien des producteurs. Mais en gros, ce sont les fournisseurs qui seront obligés d'acheter, un petit peu comme les C2E, ils seront obligés d'acheter des CPB, donc de payer en gros le prix du biométhane qui permet au producteur de faire son business plan. Et ces CPB, donc, ils devront les remettre. Donc, ils seront obligés en fonction de leur livraison de gaz en France. Donc, ça sera un pourcentage de leur livraison. Ils seront obligés de restituer l'équivalent d'un pourcentage de leur livraison en France, un peu comme une obligation d'incorporation en quelque sorte. Et avec ces CPB, ils pourront faire des offres de gaz vert à des acheteurs, un peu comme des garanties d'origine. Ce ne sont pas des garanties d'origine, et à ce titre, elles ne pourront pas être échangées sur les marchés européens, parce qu'on y reviendra aussi, il va y avoir une ouverture du marché européen des garanties d'origine. Donc ce ne seront pas des garanties d'origine, mais dans la loi, il est écrit qu'elles auront les mêmes droits, enfin la même valeur de preuve qu'une garantie d'origine. Donc les fournisseurs pourront faire des offres vertes avec ça. Donc, c'est pour ça que ça va faire des volumes supplémentaires de gaz vert, enfin de biométhane injectés et disponibles pour des acheteurs de gaz. Peut-être passer, voilà. Alors, oui, on ne va pas faire un panorama sur les réglementations sans reparler du lien, on va dire, garantie d'origine ETS. Hein. Donc, je fais un petit rappel. Le règlement européen donc de l'ETS dit qu'il faut, pour avoir un facteur d'émission nul avec du biométhane, il faut en fournir une preuve d'achat et il faut montrer qu'il répond aux critères de durabilité de RED 2. Hein. On avait déjà vu ça la dernière fois. Donc, concernant le biométhane injecté, est-ce que la garantie d'origine est une preuve d'achat? Il y a toujours en discussion en France. Alors, beaucoup de pays se sont positionnés pour. Donc, la dernière fois, il y avait Pays-Bas, Danemark. Aujourd'hui, il y a aussi l'Allemagne, la Belgique,
qui disent oui, la garantie d'origine est une preuve d'achat. Malheureusement, en France, on n'a toujours pas tranché. La DGEC n'a toujours pas tranché, donc je ne peux toujours pas vous dire oui, c'est bon. Malheureusement, on attend ça avec impatience. Juste de petites infos voilà, sur la certification de durabilité. Hein. Aujourd'hui, c'est les producteurs qui ont une capacité de production supérieure à 19,5 gigawattheures qui vont être obligés de se faire certifier à partir de l'année prochaine. Et comment on va accéder à ces certificats? On réfléchit à la mise en place d'une base de données européenne là-dessus. Et à savoir, ce que je disais tout à l'heure, la RED 2 prévoit l'ouverture des marchés européens de garantie d'origine, normalement depuis juillet 2021. Elle n'est toujours pas effective en France parce que le registre n'est pas encore connecté avec ses voisins européens, mais ça ne saurait tarder. On pense que ça sera début 2022. Est-ce que vous avez du coup des questions, Didier? Oui, alors j'ai quelques questions. On va être assez rapide compte tenu du retard déjà pris. Il y a une question, est-ce qu'il est possible d'envisager des contrats d'achat tracés comme les corporate PPA sur l'électricité qui permettent d'acheter du biométhane au prix convenu avec un producteur non corrélé au prix du gaz? Oui, on en parle à la fin, donc la réponse est oui, mais voilà, on va gagner du temps parce qu'on en parle après. D'accord, donc on va pouvoir faire une autre question. Les garanties d'origine peuvent-ils être, elles, achetées directement auprès des producteurs de biométhane? Alors, pour l'instant, non, parce que avec le mécanisme tarif 2011, la garantie d'origine, elle part chez le fournisseur. Et avec les mécanismes, les autres mécanismes budgétaires, la garantie d'origine part à l'État qui la mettra aux enchères. Donc, avec les mécanismes de soutien, après avec un JPA, bien sûr, avec un contrat direct, bien sûr que la garantie d'origine peut aller directement du producteur au consommateur, mais pas avec les mécanismes de soutien. On va peut-être passer au suivant, puisqu'on a déjà 3 minutes de retard. Ok. Écoute, l'enjeu est... Un peu plus même, parce que je devais gagner 3 minutes, je crois. Donc, Non, c'est bien, moi j'avais gagné. Je pense qu'on va donc avancer sur la dynamique du biométhane et faire le focus sur comment se déploie le biométhane aujourd'hui en France. On reste là-dessus. Donc en bas de la slide, vous avez un lien qui est important si vous voulez suivre l'évolution de la production de biométhane en France. Vous retrouverez toutes les cartes et tous les chiffres que je vous montre là présentement et vous verrez comment ils évoluent dans le temps. Donc aujourd'hui, il y a plus de 300 sites qui sont raccordés sur les réseaux de gaz en injection, ce qui représente une capacité d'injection de 6,2 TWh par an de production de biométhane, ce qui est déjà important. Et on voit dans le slide à côté de la carte la dynamique, c'est-à-dire en fonction des années, la dynamique de production. Comme le disait Philippe, les 6,2 TWh se mettent progressivement en fonctionnement, donc ils ne produisent pas. Enfin voilà, s'ils ont été mis en service en juin, ils ont commencé à produire au mois de juillet, donc forcément ils ne sont pas à plein. Mais donc il y a déjà 3,4 à octobre TWh de gaz renouvelable, de biométhane qui ont été injectés dans le réseau. Donc là, on voit que sur les années, ça a été très vite. Et que la répartition des sites, elle est très largement répartie sur le territoire, avec des tailles de projets très différentes. On retrouve les projets agricoles qui sont plutôt des projets plutôt plus petits, et des projets plus gros qui sont des projets soit industriels, territoriaux, l'agroalimentaire qui se retrouvent avec des grosses quantités de déchets qui peuvent méthaniser. On a aussi des projets agricoles territoriaux qui regroupent des intrants et qui font des projets de plus grande ampleur, et également tout ce qui est lié aux stations d'épuration. Donc on voit vraiment une répartition et des tailles de projets très homogènes sur le territoire qu'on le retrouve et qui progressent. Et si on veut regarder sur demain, donc ça c'est aujourd'hui, c'est la réalité, c'est ce qui est raccordé. Et si on va voir sur demain, et donc dans le registre des capacités, on a aujourd'hui un peu moins de 25 TWh par an en portefeuille.
c'est-à-dire de projets qui ont déjà demandé un certain nombre d'autorisations, qui se sont inscrits pour réserver la capacité d'injection sur la zone sur laquelle ils souhaitent injecter. Donc on voit là la dynamique d'enregistrement des projets dans le registre. On voit ce que disait Philippe, hein, la bulle juste avant que le tarif de 2011 soit abrogé, il y a eu une précipitation de l'inscription au registre d'un certain nombre de projets. Et donc, ça s'est forcément tassé derrière puisque tous ont voulu passer ce cap-là. Mais on a dès aujourd'hui largement en portefeuille, hein, dans ce registre, les terawattheures visés par la PPE qui étaient entre c'était 18 et 22 TWh à 2028, hein, quelque chose comme ça. Et donc là, le portefeuille est tout à fait en trajectoire et même au-delà de ce qui était prévu. Et on voit que effectivement, c'est ce qui est dans le registre, il y a quelques abandons. Ils sont relativement limités, hein. On voit que là, sur les 3 années, 18 à 20, il y a finalement sur les 19 ou 20 TWh qui étaient enregistrés, seulement 2 TWh qui ont été abandonnés à aujourd'hui, ce qui est quand même très peu au regard de ce qui a été inscrit dans le registre. Donc il y a une bonne dynamique et donc un vrai optimiste sur le déploiement et l'atteinte des objectifs en termes de TWh qui ont pu vous être présentés. Et au-delà de ça, Philippe en a parlé, hein, il y a un registre commun des garanties d'origine au niveau européen qui va exister. Donc c'est dans le MRR, ça a été acté par les différentes réglementations. C'est en cours de connexion pour que ça puisse être opérationnel, ça va l'être début d'année prochaine. Mais dès juillet, c'était inscrit dans les règlements. Et aujourd'hui, au niveau européen, la dynamique est aussi importante. On a 730 unités qui sont connectées au réseau, qui injectent. Et on a déjà 23 TWh de gaz renouvelable par méthanisation dans les réseaux. Avec une cible 2030 qui est importante, de 370 TWh et de plus de 1170 TWh à 2050. Donc là, on a un vrai puits de biométhane, hein, qui est à disposition au niveau européen et qui va contribuer à la décarbonation de l'industrie. Donc après, voilà, on parle de décarbonation par le biométhane. Je pense que c'est important de recadrer et de réexpliquer le pourquoi ce biométhane va décarboner vos produits et comment on peut le valider quelque part. Donc le biométhane, c'est comme tout ce qui est lié et issu de la biomasse, s'inscrit dans le cycle court du carbone. C'est un cycle pour le biométhane même plus court que quand on parle de biomasse forestière, puisqu'on est sur un cycle d'1 an. On a ce biométhane qui est produit, qui va être brûlé dans la chaudière, émet un CO2 qui est biogénique et qui est recapté lors de la croissance des végétaux. Il n'y a pas eu de recherche de CO2 fossile qui aurait été remis en plus dans l'atmosphère. On est bien sur un cycle lié à la biomasse. C'est ça qui fait que ce produit, comme toute biomasse solide, liquide, gazeuse, rentre dans ce cycle court et est réputé ne pas contribuer au réchauffement climatique. Et donc, pour vos produits, hein, pour le valider, vous travaillez sur des bilans carbone. Il y a une norme qui existe qui permet de valider le bilan carbone et ce bilan carbone peut se faire sur un certain nombre de scopes. On a voulu redonner les définitions des différents scopes parce qu'on en entend beaucoup parler et souvent, on s'en mêle un petit peu dans ces notions-là. Donc, il y a 3 niveaux de scope, hein. Votre offre de production, elle a elle a le site lui-même. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le scope 1. C'est la production, c'est ce qui se passe sur votre site. Et ça inclut ce qui est réellement produit là. Donc, c'est les sources fixes de combustion et les sources mobiles de combustion. Donc, quand la combustion est réellement faite sur le site, qui sont prises en compte. Il y a également tout ce qui est émissions fugitives et lié à votre procédé hors énergie, hein. Il y a des gaz qui sont à effet de serre et qui ne sont pas le CO2, hein, donc vous connaissez bien. Tout ce qui est biomasse, c'est plus lié à ce qui est lié à l'agricole, plutôt à d'autres sites que la partie industrie. Donc là, ça c'est le scope 1. Ensuite, si on va aller sur le scope 2, c'est un scope dont on parle un peu moins, hein. Généralement, on glisse tout de suite sur le scope 3, mais le scope 2, il va voir sur des consommations d'énergie qui ne sont pas des énergies primaires, comme l'électricité, la vapeur, la chaleur ou le froid que vous pouvez acheter, comment il est produit en amont et comment il contribue au CO2. Donc ça, c'est le scope 2.
Et après, quand on va sur le scope 3, on prend la totalité de l'impact de votre activité. Donc, il y a la production, donc le site, mais il y a également ce qui se passe en amont, en aval, donc l'approvisionnement, le fret amont, en aval, tout le fret et le traitement des déchets. Et là, on regarde toutes les émissions liées à la totalité du processus qu'implique votre activité. Donc, voilà les différentes normes. Généralement, soit on regarde le scope 1, soit on va directement au scope 3. Et de plus en plus, les entreprises se basent sur la partie scope 3. Et donc, pour faire ces bilans, il y a un certain nombre de données qui sont présentes dans la base carbone de l'ADEME qui fait référence en termes de niveau d'émission de carbone. Et généralement, tous les bureaux d'études qui vont travailler à évaluer le contenu carbone de vos produits pour que vous puissiez l'annoncer à vos clients vont se référer à cette base carbone. Et donc, quand on se penche sur cette base carbone et qu'on va y rechercher les éléments pour le biométhane, on retrouve pour le scope 1 et 2 un niveau de 1 g par kilowattheure PCI de biométhane consommé, à comparer aux 205 grammes du gaz naturel. Donc, il y a une très forte décarbonation sur ces scopes-là. Et au scope 3, on est à 44 grammes de CO2 par kilowattheure PCI. Donc, il y a un niveau très faible, inférieur à ce qu'on retrouve pour l'électricité en France, qui est plutôt autour de 60. Donc là, on voit donc au travers de ces valeurs-là que ce biométhane permet effectivement, lorsque vous allez faire un bilan carbone sur la production de vos produits, décarboner vos produits. Et ça, vous pouvez le faire à votre rythme. C'est-à-dire que vous pouvez acheter une part de biométhane pour décarboner vos produits, ou décarboner pour un client qui souhaite avoir un produit totalement décarboné, ou pour avoir un pourcentage pour atteindre l'objectif 2030 qui a été annoncé par Philippe, qui est de 35%. Et donc ça, vous pouvez le faire sans impact de votre process ni investissement. Donc en allant faire de l'achat de biométhane. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette partie-là. Je ne sais pas s'il y a des questions à ce stade. Je n'ai pas du tout regardé où j'en étais de mon timing, si j'ai rattrapé le temps et si on a le temps pour quelques questions. On a le temps pour quelques questions. Très bien. Alors, j'en ai que je reprenne. Est-ce que vous avez des estimations des prix à attendre lors des appels d'offres? Des prix sur les garanties d'origine? Ah, sur les garanties d'origine, là c'est compliqué de répondre à cette question-là. Ce que je peux dire, c'est que il y a quelques mois, je reviendrai tout à l'heure parce qu'on est en train de lancer un appel d'offres. Après, j'ai pas prévu de parler des prix, mais il y a quelques mois, on pouvait dire qu'on pouvait avoir des garanties d'origine entre autour d'une dizaine d'euros, entre 5 et 15 euros, quoi. Et juste la garantie d'origine. Et donc, aujourd'hui, c'est compliqué de dire les choses. Il faut suivre ça de près parce que voilà, il y a ouverture des marchés des garanties d'origine. Il y a dans certains pays, la garantie d'origine, elle est considérée comme une preuve d'achat dans l'ETS. Donc, il y a des industriels de ces pays-là qui cherchent à en acheter parce qu'ils gagnent tout de suite en quota CO2, quoi. Donc, je pense qu'en ce moment, c'est en train de pas mal se varier et s'équilibrer. Puis, il n'y a pas de vrai marché, donc il n'y a pas de place de marché encore aujourd'hui. Donc, c'est pas du tout transparent. Mais voilà, je dirais entre 5 et 15, c'est une fourchette assez grande, mais autour de 10, on va dire, on ne devrait pas être loin, quoi. Une autre question qui revient sur la première partie. Quel texte impose aux producteurs de se faire certifier durable en 2022? Alors, au départ, c'est RED 2 et ça a été transposé en droit français. Alors, quel texte? Il faudrait que je retrouve ça. Je pense que c'est dans les amendements de la loi énergie-climat, un décret. Je sais pas le dire comme ça, mais je note la question. Et on y répondra. Ouais, on y répondra. En tout cas, c'est dans le droit français. Ça a été transposé, quoi, en droit français, mais je ne sais plus quel texte. Et une autre question de la même personne, les frais d'audit pour donc se faire certifier durable sont-ils forcément à la charge des producteurs?
C'est une bonne question. A priori, oui. Oui. Enfin, c'est à eux de se faire certifier. Donc, et ils vont être obligés de le faire pour continuer à bénéficier du tarif. Donc, oui, c'est à eux de le payer. Après, est-ce qu'ils peuvent s'arranger avec le fournisseur qui leur achète le gaz pour répercuter ça, parce que est-ce que du coup le biométhane aura plus de valeur puisque certifié durable, il aura peut-être une valeur dans l'ETS, etc., etc. Là, après, c'est des, des échanges économiques qui me dépassent, quoi. Mais au départ, bien sûr, c'est au producteur, c'est à lui qu'appartient la charge de se faire certifier. Une dernière question. Mon site consomme plus de 300 normomètres cubes par heure. Est-ce possible d'acheter du gaz avec garantie d'origine? Alors, attends, tu peux répéter le début, pardon? Mon site consomme Oui. plus de 300 mètres cubes. Ah, plus, ouais. Plus. Est-ce possible Oui. d'acheter du gaz avec garantie d'origine? Ah oui, bien sûr. Seulement, il sera de plusieurs producteurs. Enfin, non, même pas. Enfin, oui, bien sûr. La limite de 300 normomètres cubeurs, c'est pour un producteur pour qu'il puisse bénéficier du nouveau tarif, hein, celui depuis novembre 2011. Maintenant, un consommateur, il peut acheter beaucoup plus, bien sûr. Et il existe des producteurs qui produisent plus et qui ont signé au tarif 2011. Et demain, il existera aussi des producteurs qui vont produire plus. Mais oui, bien sûr, il n'y a pas de limite dans l'achat. Je garde des autres questions pour la suite. Il est 11h32. Je te laisse continuer sur le chapitre suivant. Parfait, merci. Donc, on enchaîne. Vas-y, Philippe. Ah oui, du coup, on voulait justement faire un petit focus sur acheter du biométhane. Donc, comment ça se passe? Comment peut-on acheter du biométhane? Alors déjà, il faut bien comprendre la garantie d'origine. Alors, je vais quand même aller assez vite, hein. Je pense que la plupart d'entre vous, ils connaissent bien le mécanisme. Ça existe en électricité, et enfin, ça existe depuis longtemps en gaz, mais il faut quand même revenir au fondement quand même parce que parfois, on peut entendre des soupçons de greenwashing ou de choses comme ça. Et donc, je pense qu'il faut vraiment revenir au fondement pour bien, comment je veux dire, comprendre que le système, voilà, c'est indispensable de passer par là. Donc, pourquoi une garantie d'origine? Parce que sinon, on est obligé d'avoir un raccordement direct entre un producteur et un consommateur pour avoir une traçabilité du biométhane. À partir du moment où on l'injecte dans le réseau, à partir du moment où on l'injecte dans le réseau, évidemment, ce biométhane se perd dans le réseau, se mélange avec le gaz naturel qui est encore en majorité dans le réseau. Et donc, on peut théoriquement accéder à des sites qui sont beaucoup plus loin, à tous les sites raccordés au réseau, mais pour autant, il faut bien tracer ce biométhane. Et c'est pour ça qu'on a inventé la garantie d'origine. Enfin, quand je dis on, c'est pas nous, hein, c'est le système de garantie d'origine qui permet de garantir justement le lien réel et unique à une production physique et également à une consommation aussi unique. C'est-à-dire que la garantie d'origine naît à partir du moment où le producteur injecte dans le réseau. Elle peut être échangée entre différents fournisseurs, entre différents acteurs présents sur le registre des garanties d'origine. Et ensuite, elle est détruite. Une fois qu'elle est consommée, elle est détruite. Donc, la teneur de ce registre-là garantit réellement que le biométhane a réellement été produit, injecté dans le réseau et n'a pu être consommé qu'une seule fois. Alors, évidemment, on a affecté la consommation à quelqu'un, hein, vous l'avez bien compris, mais voilà, c'est le seul moyen de faire
de faire rencontrer l'offre et la demande, hein, parce que les producteurs vont pas les obliger de se mettre à côté de tous les sites industriels. Enfin là, on parle d'industrie, mais donc voilà, c'est vraiment le seul moyen pour faire ça. Donc ça a été fait en ELEC et c'est fait aussi en gaz avec le biométhane. Et sachant que sur le biométhane, il y a quand même une différence par rapport à l'ELEC, c'est que le biométhane est produit 24/24, 7 jours sur 7 à plat, quoi. Il n'y a pas ces phénomènes d'intermittence. On peut entendre aussi certaines critiques sur l'ELEC, le système des garanties d'origine. Donc je ne ferai pas de commentaires là-dessus, mais par contre, je peux juste vous dire qu'en gaz, c'est pas, on n'a pas la même problématique puisque la production est vraiment 24/24, 7 jours sur 7. Alors, on peut peut-être passer, voilà. Et du coup, donc comment ça marche quand c'est vrai qu'on se dit j'ai acheté une garantie d'origine, donc est-ce que j'ai fait une bonne action? Est-ce que j'ai quand même agi comme l'expliquait Sylvie pour la neutralité carbone et ne pas augmenter le CO2 dans l'atmosphère? Eh bien oui, parce que là, on a symbolisé le réseau de gaz, hein, avec donc un producteur qui injecte 20 et deux consommateurs, un qui consomme 60 et un qui consomme 40. Et donc, le fait que le client B ait acheté des garanties d'origine du producteur, donc on considère qu'il consomme 20 de biométhane. On est bien d'accord que physiquement, c'est pas lui qui les aura consommés, hein, c'est celui qui est juste à côté. Mais contractuellement, c'est lui qui va les consommer. Et en tout cas, le fait qu'il les ait achetés, c'est ça qui va faire qu'ils ont été produits. Bon, parce qu'à un moment, on ne peut pas produire si personne n'achète. Hein, donc, et a réellement fait baisser les imports de gaz fossile en France, qui avant étaient de 100 et maintenant sont de 80. Donc, la décarbonation est vraiment réelle. Le fait d'acheter de la garantie d'origine, du biométhane, permet de faire baisser les imports de gaz fossile. C'est un peu comme j'aime bien cette image-là, quand vous changez de fournisseur, en fait, vous pouvez passer d'un fournisseur A à un fournisseur B. Pour vous, c'est un papier, c'est contractuel. Le jour, entre la veille et le lendemain du jour où vous avez changé de fournisseur, pour vous, il ne s'est rien passé. Vous avez toujours le même gaz qui vous arrive. Pourtant, en faisant ça, vous avez modifié les imports de gaz aux frontières, pour peu que les deux fournisseurs ne s'approvisionnent pas chez le même producteur en amont, hein, mais s'il y en a un qui était en gaz, je dis n'importe quoi, en gaz de mer du Nord et l'autre qui était en gaz russe, eh bien, en changeant de fournisseur, le jour où vous avez changé de fournisseur, vous avez modifié les imports de gaz en France. Donc voilà, c'est tout le boulot ça paraît lointain, ça paraît déconnecté du truc, mais c'est tout le boulot des gestionnaires de réseau, hein, bien entendu. Mais voilà, je tenais quand même vraiment à insister sur ce point-là. N'ayez pas de doute sur l'effet réel de décarbonation du fait de consommer du biométhane, même si cette consommation, elle est un peu contractuelle. Derrière, il y a vraiment du physique. Alors voilà, maintenant que j'ai dit ça, donc comment on peut acheter du biométhane? En fait, bon, je dis pas que c'est exhaustif, hein, mais c'est les grands principes. Vous pouvez acheter directement du gaz vert à un fournisseur. Il y a un fournisseur qui s'est approvisionné auprès d'un producteur, donc qui a du gaz plus des garanties d'origine et qui peut vous le revendre. Donc voilà, c'est le mode le plus courant actuellement, hein, puisque avec le tarif depuis 2011, c'est les fournisseurs qui sont propriétaires des garanties d'origine. Donc voilà, ça c'est le modèle A. Le modèle B, vous pouvez acheter des garanties d'origine. Demain, l'État va mettre aux enchères des garanties d'origine, hein, celles qu'il l'aura préemptées. Donc il y aura possibilité d'acheter de la garantie d'origine, j'allais dire sèche.
Et puis, bien sûr, aussi avec l'ouverture des registres, enfin du marché des garanties d'origine, l'ouverture européenne, il sera possible, enfin, je pense qu'il va se créer à un moment donné un marché, comme il y a un marché du CO2, il va bien se créer un marché européen de la garantie d'origine. Donc, il sera possible d'acheter ces garanties, acheter, revendre d'ailleurs ces garanties d'origine. Et donc, et enfin, il y a un autre mode qui est pour l'instant très peu développé, mais on va y revenir, c'est évidemment le contrat direct, où vous pouvez très bien acheter directement à un producteur du gaz plus la garantie d'origine. Alors évidemment, vous pouvez avoir un fournisseur qui vous fait de l'équilibrage, enfin un intermédiaire qui vous gère l'équilibrage de la matière, enfin du CH4, quoi. Mais vous pouvez très bien faire ça. Et donc, on en parle juste après. Ah oui, je voulais vous faire voilà, juste un petit Rex. Nous, on est en train, nous, GRT Gaz, on est en train pour nos propres besoins, on est aussi industriel, on est en train d'acheter du biométhane et je voulais vous faire, alors sans dévoiler de secrets bien entendu, mais on est en train enfin, je voulais vous faire un petit retour sur la consultation. Alors déjà, nous, on va en acheter un petit peu pour 2022 pour nos véhicules GNV et du gaz carburant d'une station de compression. Donc voilà, juste pour dire, il y en a qui sont soumis à ETS et pas les autres. Et donc, les retours que je peux vous faire, c'est que déjà, il y a une bonne maturité des fournisseurs. Déjà maintenant, on peut avoir bien sûr de la garantie d'origine toute seule, française ou pas d'ailleurs, enfin on n'a pas demandé toute seule, pas française, mais j'imagine que c'est possible aussi. Mais on peut aussi demander de la garantie d'origine avec certificat de durabilité. Alors évidemment, ça dépend des échéances, parce qu'aujourd'hui, si on en veut pour le mois prochain, c'est pas possible, ça n'existe pas encore. Mais les fournisseurs se préparent à ça. Et donc, qu'elles soient françaises ou européennes, ils sont prêts, enfin suivant encore une fois les maturités, les échéances que vous demandez, mais ils sont très ouverts à proposer de la garantie d'origine avec certificat de durabilité. Donc, bon, en France, on ne sait pas encore si la garantie d'origine sera une preuve d'achat, mais voilà, n'hésitez pas à vous rapprocher de fournisseurs pour leur demander si vous voulez des ordres de grandeur, de prix, notamment, c'était la question tout à l'heure. Alors, on voulait revenir sur, c'est quelque chose qu'on vous a présenté la dernière fois, là, le 15 juin. On voulait y revenir parce que déjà, on a mis à jour nos calculs. Et donc, juste pour rappel, on vous avait présenté 2 études dans lesquelles le biométhane, on le considère comme une solution de décarbonation. Et donc, on ne compare pas le biométhane par rapport au gaz naturel, en disant de combien c'est plus cher, etc. On compare le biométhane avec une autre solution de décarbonation en fonction des process. Et donc là, on vous présente 2 exemples, le cas d'un four de fusion de verre et le cas d'une chaudière. Donc dans le four de fusion, l'autre alternative pour décarboner, c'est l'électrification du four. Et dans le cas d'une chaudière vapeur, c'est plutôt la biomasse. Et donc, je ne reviens pas sur toutes les hypothèses, mais en gros, on a regardé, on a cherché en fonction du prix de marché de l'énergie concurrente et du prix du biométhane, quelles étaient les zones de compétitivité sur la durée de vie de l'équipement de chaque énergie de décarbonation, enfin, mécanisme de décarbonation. Et du coup, ce qu'on voit là, et c'est là que je voulais insister un petit peu, c'est que dans les zones 60-80 euros le mégawattheure de biométhane pour le verre. Bon, c'est un peu plus bas pour la chaudière vapeur. Là, mais on est plutôt dans les zones 50-60 euros le mégawattheure. Il y a la solution biométhane est une vraie solution de décarbonation qui est compétitive.
Et donc, déjà, ayez bien ça en tête. À partir du moment où vous avez décidé de décarboner, vous cherchez un moyen de décarboner. Il ne faut plus comparer le biométhane en surcoût par rapport au gaz, il faut le comparer, bien évidemment, à une autre solution de décarbonation. Et quand on fait ça, encore une fois, hein, on trouve des prix de biométhane. Je ne sais pas si vous l'aviez en tête, mais nous, on n'avait pas forcément ça en tête, hein, qu'à 60, 70, 80, enfin entre 50 et 80 euros le mégawattheure, il y a une belle zone de compétitivité du biométhane. D'autant que l'étude, là, ne prend pas en compte le fait que le fait d'être au biométhane n'implique aucun changement de process. Donc, il n'y a pas de risque. Déjà, process, il est connu, les fabricants connaissent, etc. Vos équipes savent exploiter le gaz, donc il n'y a pas de problématique par rapport à la qualité de vos produits, vous maîtrisez bien tout ça. Donc, en fait, quand on est sur la ligne bleue, qui est censée être la limite de compétitivité, on est encore côté compétitivité biométhane. Enfin, c'est mon avis, mais voilà, je vous partage ça. Et donc, voilà, ayez bien ça en tête. Et du coup, alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on a plutôt en tête un prix de biométhane autour de la centaine d'euros, 90, 100 euros. Donc, on se dit finalement, ça passe pas. Mais il y a un certain nombre de gros projets qui tournent en ce moment, qui attendent des débouchés parce qu'ils ont le tarif 2011 n'est plus accessible pour eux. Et les appels d'offres sont pas sortis. Les CPB vont sortir, mais d'ici 3-4 ans. Donc, il y a un certain nombre de gros projets qui cherchent des débouchés. Et quand on leur a montré ça, ils disent hey, finalement, ce niveau de prix là, voilà, en dessous de 80 euros, c'est peut-être jouable. C'est voilà, ça m'intéresse quoi. Et on a aujourd'hui mis en contact des gens qui seraient intéressés du coup pour faire des contrats directs, ce qu'on appelle les GPA, les Green Gas Purchase Agreement. Donc là, il n'y a plus de mécanisme de soutien, etc. Donc la garantie d'origine passe directement du producteur au consommateur. Du coup, la preuve d'achat, même si c'est pas la garantie d'origine, bah, c'est le contrat, hein, c'est le contrat direct. Donc voilà, ça. Attendez, j'ai vu mon écran bouger là, je sais pas ce qui se passe. Du coup, voilà, c'est quelque chose. Alors c'est peut-être le slide d'après, je crois, où on voulait insister. Voilà, c'est ça, acheter du biométhane via un GGPA. Aujourd'hui, l'inconvénient, je vais revenir sur les avantages après, mais l'inconvénient, c'est on imaginait un niveau de prix qui n'est pas comment je veux dire acceptable par le côté l'industriel quoi, qui ne pourrait pas accepter le niveau de prix proposé par le producteur. Mais finalement, quand on voit l'étude d'avant, eh ben, on se dit que cet argument-là, il est peut-être pas toujours bon. Et par contre, ça présente un tas d'avantages, c'est que la visibilité prix-volume sur la durée choisie, ça aujourd'hui, c'est aussi une incertitude que j'ai entendue de plusieurs industriels qui disent ouais, mais moi, ma solution de décarbonation, j'en ai besoin pour 10 ans. Et donc, il faudrait avoir la sécurité d'avoir du biométhane sur les 10 prochaines années. Avec un GGPA, c'est possible. Avec le marché, c'est un peu plus compliqué. Accès facile au certificat de durabilité, ben évidemment, hein, il n'y a qu'un producteur, un contrat direct comme preuve d'achat. Et en plus, pour certains clients, c'est important d'avoir une notion de production locale et d'économie circulaire locale. Bref, on voulait insister sur penser quand même GGPA. Alors, même si aujourd'hui les prix du gaz naturel font penser qu'à 60 euros le biométhane, c'est même peut-être vraiment pas cher. Mais bon, là on parle de 10-15 ans, donc on ne pense pas que le gaz naturel va rester à ces niveaux-là pendant longtemps. Donc, mais au-delà de ça, hein, pensez vraiment biométhane, solution de décarbonation, et du coup, quel niveau de prix et le GGPA peut être un vrai bon moyen.
propose qu'on passe aux questions. Apparemment, il y a beaucoup de questions. Donc, il y a beaucoup de questions, oui. Alors, justement, sur le GGPA, et pour faire un GGPA, est-ce qu'il faut avoir un compte fournisseur dans le registre des garanties d'origine? C'est une bonne question. Alors, j'ai tendance à dire, enfin, un compte fournisseur. Non, il faut avoir un compte dans le registre des garanties d'origine. Enfin, disons que ça me paraît plus normal d'avoir un compte dans le registre des garanties d'origine. Bon, c'est pas très compliqué hein, d'avoir un compte dans le registre, et ça vous permettra d'avoir les garanties d'origine directement sur votre registre et de les annuler vous-même au fur et à mesure où vous les consommez. Après, vous pouvez toujours prendre un intermédiaire pour faire cette gestion-là pour vous, hein, de l'équilibrage et de la gestion de registre. Parce qu'un tiers peut, enfin c'est ce qu'ils font aujourd'hui, hein, les fournisseurs, ils peuvent effacer la garantie d'origine sur un PCE, enfin sur un point de comptage, voilà, qui serait le vôtre. Mais vous pouvez aussi le faire vous-même. Une autre question toujours sur le GGPA. Est-ce que dans le cas d'un contrat de GGPA, est-ce que le consommateur ETS est assuré de pouvoir déduire ses émissions? Alors, moi j'ai envie de dire oui, mais je me méfie quand même maintenant de ce que peut dire la DGEC. Aujourd'hui, enfin, les règlements disent il faut une preuve d'achat. La DGEC nous a toujours dit aussi que pour eux, c'est leur rêve, enfin, qu'il y ait industriels et producteurs qui fassent des contrats directs. Déjà, il n'y a plus d'aide, hein, il n'y a plus de mécanisme d'aide. Et en plus, pour eux, c'est ce qu'il y a de plus sain, quoi. L'offre et la demande se rencontrent directement. Et donc, j'ai tendance à dire oui, évidemment. Maintenant, je ne l'ai jamais vu. Et donc, je ne peux pas dire oui, ça se fait. Voilà. Je suis désolé de ne pas pouvoir, enfin, j'essaie d'être le plus transparent possible. Hein. Je ne veux pas vous dire oui. Une dernière question, parce que le temps file. Pourquoi les industriels ne clament-ils pas davantage les avantages du biométhane pour se décarboner, en particulier vis-à-vis des pouvoirs publics? Merci de la question, ça va être un peu dans notre conclusion et on va justement vous inciter à le faire parce que nous on le fait pour vous, mais c'est encore mieux si vous le faites et voilà. Enfin, je ne vais pas anticiper la conclusion de. Oui, c'est vrai que ça fait une belle transition vers la conclusion. C'est vraiment ce qu'on voulait dire. Tout à fait. On va peut-être passer à la conclusion parce qu'il ne reste plus que 7 minutes. Ça marche. Je vais être performante, mais effectivement, le ministère parle beaucoup de l'électrification qui va tout solutionner. Alors certes, c'est une solution. Hein. Nous, on ne dit pas que l'électrification de certaines parties n'est pas une solution. Il y a des études qui ont été menées. Donc le CEREN pour l'ADEME a mené une première étude qui montre que 18% des combustibles sont électrifiables. Mais quand on dit 18%, ça veut dire qu'une grande majorité ne l'est pas. Et donc, il va falloir trouver des solutions pour cette majorité-là. Et dans cette étude de 18%, le CEREN ne regardait pas la partie frein économique ni les contraintes techniques. Il partait sur des solutions matures. Il n'allait pas voir non plus ce qui pouvait émerger. Mais on voit qu'une grosse partie ne l'est pas. Si on se bascule sur une autre étude qui est sortie récemment, qui a été faite par l'Alliance Alice, hein, où là, c'est 29% des procédés qui sont susceptibles d'être électrifiables. Il reste encore une large part qui ne l'est pas. Là aussi, ils n'ont pas pris toutes les contraintes techniques et ils ont pris en compte, contrairement au CEREN, des technologies qui sont en TRL assez bas et donc qui ne sont pas encore matures pour pouvoir tester, qui étaient déjà pris en compte. Donc, on se rend compte que la part finalement qui ne pourrait pas répondre à l'électrification et qui ne pourrait pas être électrifiée est encore importante. Et on n'a pas vu tous les freins encore là-dessus. Donc, il va falloir trouver des choses à faire. Alors, il y aura aussi de la biomasse, hein, mais tout ne sera pas solutionné, on a besoin de toutes les solutions et on a vu là à l'instant que le biométhane était une vraie solution. Alors ce que dit la DGEC, elle dit le biométhane, il faut vraiment la réserver à ceux qui en ont besoin. Et nous, on a vraiment, suite à toutes les études qu'on a fait, on se rend compte que l'industrie et les échanges qu'on peut avoir, l'industrie, elle en a besoin. Et nous, on le fait savoir, mais on est peut-être moins audible que vous
industriel si vous le faites savoir vous-même. C'est-à-dire que si vous remontez cette information, c'est important que vous le remontiez. Et il y a un canal aujourd'hui qui est disponible et dans lequel vous pouvez profiter, qui est en lien avec la PPE. Il y a une concertation qui est faite. On vous a mis le lien sur le slide qui vous permet d'y aller, de répondre à cette consultation. Et bien, pour faire valoir vos enjeux, vos questions en termes de décarbonation et votre besoin de gaz renouvelable pour certains procédés qui ne peuvent pas aller sur d'autres solutions et qui, finalement, il faut un équilibre des différentes solutions. On aura besoin de tout pour atteindre l'objectif 2050. Et le biométhane est clairement une solution qui en fait partie. Donc, voilà ce qu'on voulait dire. Donc, ça vient en réponse, finalement, de la dernière question. Voilà, allez-y. Si vous avez des choses à faire valoir, c'est le moment. C'est le moment, la PPE, c'est vraiment le moment où les choses doivent remonter et en force pour que voilà, l'État prenne en compte ces objectifs-là et mettre l'accent là où c'est important. Et bon, le biométhane, on en a parlé, c'est une partie des gaz renouvelables. Nous, on veut travailler sur l'ensemble des solutions avec cette vision d'un réseau méthane avec un petit peu d'hydrogène qui serait lié à la pyrogazéification, la gazéification hydrothermale après épuration, donc qui sont voilà, un tiers biométhanisation, un tiers qui viendrait être complété par de la pyro et de la gazéification hydrothermale, et également un réseau hydrogène qui viendrait rapporter le tiers supplémentaire de gaz renouvelable nécessaire pour atteindre les objectifs 2050 et les besoins que l'on considère sur le marché français en gaz renouvelable. Voilà, c'est la vision que nous, on a et qui sera nécessaire. Il restera sûrement un petit peu de gaz naturel, mais avec de la décarbonation derrière et notamment du CCS. Et on sent qu'il y aura ce besoin-là, qu'il y aura des zones et des écosystèmes de CCS qui vont se construire. Donc, voilà, tout ça, c'est un panel qui est en lien et qui va être fortement important. Donc, voilà un peu la vision future qu'on souhaitait vous apporter, avec une conclusion qui est assez simple et qui nous dit qu'aujourd'hui, le biométhane, c'est une solution simple pour se décarboner comme une politique d'achat. Ça vous permet dès aujourd'hui de décarboner vos produits. Ça peut vous permettre, on l'espère, avoir une réponse de l'État de vous exonérer de l'ETS également, mais ça, on n'a pas encore la réponse, on l'attend. Mais c'est une solution qui a l'avantage d'être simple et de ne pas impacter votre process, notamment quand vous avez des certifications lourdes, des choses comme ça, quand il faut tout changer, c'est compliqué. C'est pilotable, c'est-à-dire que vous pouvez le faire par partie, par pourcentage, et vous avez différents moyens de vous approvisionner. Donc ça vous laisse quand même une vraie opportunité. Nous, on pense à une vraie pertinence pour vous. Donc voilà ce qu'on voulait vous dire aujourd'hui. On a de nouveaux rendez-vous qui sont prévus dans l'année prochaine. Donc un prochain rendez-vous sur ce type de webinaire. Et d'ailleurs, vous allez avoir dans le chat un petit form, 3 étoiles à laquelle vous allez pouvoir répondre pour nous dire si ce type de webinaire d'1 heure sur lequel on fait un focus vous semble pertinent et vous ont intéressé. Donc, je vous laisse répondre dès qu'il va apparaître. Et donc, celui de février est prévu sur les scénarios d'évolution du mix énergétique en France et en Europe. Donc, ce sera un focus qui sera fait par notre service stratégie. Et ensuite, on a un rendez-vous client qui est prévu en présentiel à Paris. Donc, on croise les doigts pour que ça soit possible, parce qu'on a vraiment hâte de pouvoir vous rencontrer. Il sera aussi en focus sur la partie décarbonation et notamment la part importante que peut prendre les gaz renouvelables et une vision sur ce sujet-là complémentaire qui sera apportée à ce moment-là. Donc, si vous voulez, vous pouvez dès aujourd'hui mettre ça dans vos calendriers pour l'année prochaine. Il nous reste 1 minute. Alors, je sais pas, moi, je suis arrivée à peu près au bout de ce qu'on voulait vous dire. C'est important de rester dans le timing puisque voilà, le temps est compté pour tout le monde. Je ne sais pas, à moins qu'il y ait une question très forte qui revienne et qu'on souhaite poser avant de se quitter. Il y a quelques questions. Il y a une question. Un consommateur de GNL pour ses camions qui se demande comment il peut faire pour décarboner son transport. Donc, consommateur de GNL. Alors, là, je connais moins. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais aujourd'hui,
le lien d'une garantie d'origine vers le GNL n'est pas fait. Enfin, c'est des choses qui sont en discussion. Pour l'instant, c'est le gaz qui transite par le réseau qui bénéficie des garanties d'origine. Et pour la partie GNL, à ma connaissance, le lien n'existe pas encore aujourd'hui. Il y a des discussions. Donc, on n'a pas la réponse non plus. Il y a aussi un mécanisme de soutien parce qu'effectivement, il n'y a pas de GNL pour l'instant, enfin, sauf erreur de ma part, il n'y a pas de GNL physique, de bio-GNL physique qui est produit. Mais il y a des appels à projets aussi de l'État. Il y a un autre mécanisme de soutien, j'en ai pas parlé là, mais qui est du biométhane non injecté et qui prévoit justement un mécanisme d'aide et de soutien pour faire du biométhane à usage carburant et qui ne soit pas injecté. Donc, on est plutôt sur du bio-GNV, bio-GNL. Donc, il y aura là du physique avec de la garantie d'origine bio-GNL. Maintenant, sur la mobilité, je connais moins. Je ne veux pas dire de bêtises, je suis désolé. Je pense que nous sommes à... merci Philippe pour cette dernière réponse. Merci à toi. Je sais qu'on va créer un peu de frustration à ne pas pouvoir avoir pu répondre à toutes les questions qui se sont posées là. Et je vous remercie pour votre participation. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous sur les prochains événements qui sont planifiés sur l'année 2022. Merci et bon après-midi. Oui, je voudrais juste rajouter le replay ainsi que la présentation sera disponible sur le site GRTcast d'ici quelques jours. Tout à fait. Merci Didier. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous tous.